Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du journal. Diamniadio, un responsable chinois de la Someta arrêté par la gendarmerie. C'est suite à l'accident mortel d'un ouvrier de cette usine lundi dernier. Opération de déguerpissement au Maris depuis ce matin. Plus d'une centaine d'ouvriers installés sous les fils haute tension sont concernés. Élection de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation. Beaucoup de syndicats ont déjà démarré leur campagne électorale. Au menu, tournée et visite de proximité. Une délégation parlementaire à l'hôpital Aristide Le Dantec mardi prochain. C'est pour enquêter sur l'affaire de la radiothérapie tombée en panne. Et pour le député Zator Mbaye, membre de la commission santé à l'Assemblée nationale, cette situation est inacceptable. En attendant le rétablissement de cette machine, 3 malades du cancer ont été évacués hier au Maroc par le ministère de la Santé. L'actualité internationale, les titres. Bonjour, Sornana Tambay. Bonjour Antoine Diouf. Un opposant équato-guinéen réclame la tenue d'un procès pour juger Yaya Jammeh. Pour Severo Moto, l'ancien président gambien n'aurait pas dû choisir la Guinée équatoriale. Le pays est loin d'être un bon exemple. En République démocratique du Congo, un jour après le décès d'Étienne Tshisekedi, l'avenir de l'opposition en question. Le défunt était respecté et incarné un leadership incontesté. La question qui se pose, son héritage sera-t-il entre de bonnes mains? Le menu du journal de la CAN avec vous, Soda Thiam, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Deuxième demi-finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun face au Ghana. Ce soir à Franceville, la présentation de l'affiche sera avec Migui Maramdia et l'analyse de Momar Tchouna. Suivre également la réflexion de Abdoulaye Diaw sur l'équipe de l'Égypte qui a éliminé hier le Burkina Faso. Vous aurez aussi le portrait du gardien égyptien Essam El Khadri. Et souvenir de CAN aujourd'hui, vous aurez Malang Diédhiou, l'arbitre international. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye au menu de ce journal assure également la presse du jour avec Barthélémy Ngom. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Du nouveau dans l'affaire de l'ouvrier de la Someta, mort accidentellement lundi dernier à Diamniadio. La gendarmerie est entrée dans la danse et a arrêté hier un responsable chinois de cette usine. Les détails avec Isidore Alexandre Sen. Il s'agit de Xiang Cheng Xiao, responsable de l'atelier Ousmane Sarr, a trouvé la mort. Selon notre source, il a été appréhendé depuis hier par les pendants de la brigade de Diamniadio, puis déféré par le commandant Ning, chef de la brigade. Les enquêtes sur la mort tragique de l'ouvrier Ousmane Sarr, 40 ans, père de 4 enfants, originaire de Thiaroye, se déroulent normalement. Et les prochaines heures pourraient donner plus de précisions sur cette disparition qui a affecté les travailleurs de l'usine Someta depuis le lundi passé. Ces ouvriers avaient observé un arrêt de travail pour marquer leur compassion à l'endroit de leur collègue Ousmane Sarr. Ils ont en même temps saisi cette circonstance douloureuse pour exposer leur besace de colère liée à leurs difficiles conditions de travail. À cela s'ajoutent des cas d'accidents dans l'usine qui ont été passés sous silence parce que tout simplement la Société de métallurgie d'Afrique, le silence semble être une règle pour maintenir son poste de travail, avait fustigé les ouvriers. Isidore Alexandre Sen, Sédikotan, RFM. À Darou, des braqueurs ont été arrêtés par la gendarmerie de la localité. Les Pandores ont trouvé sur eux des armes. Ces braqueurs sont actuellement dans le bureau du commandant de la brigade de Dara, où ils sont en train d'être auditionnés en ce moment. Nous y reviendrons. Dara, donc, c'est dans le département de Linguère. Anne-Mariste, plus d'une centaine d'ouvriers déguerpis. L'opération a démarré ce matin sous haute surveillance policière. Ces ouvriers s'étaient installés sous les fils haute tension. Danger Angoy, c'est une commune du département de Bambey, la plus grande d'ailleurs. Ici, la récurrence des incendies hante le sommet des populations qui voient leurs habitations et autres greniers partir en fumée, étant pour la plupart du temps sans moyens pour éteindre les flammes. Les habitants d'Ngoy veulent une brigade de sapeurs-pompiers. En ligne de Bambey, Babacar Diouf. 2 incendies en moins d'une semaine, le bilan semble lourd dans la commune d'Ngoy. Ici, la disposition des greniers et les habitations précaires, ajouter les sphères de paille, facilite l'expansion du feu. Il aura fallu un brin d'allumette pour brûler toute une surface. Djegan Diouf, notable dans le village.
C'est tout le village qui a pris feu. Nous ne pouvons pas dire les causes, mais ce qui est sûr, c'est que c'est très fréquent ces temps-ci. Nous sommes un grand village. Il y a beaucoup de paille. Au regard de l'étendue du village et la fréquence des incendies, il urge d'implanter une unité du brigade mobile d'intervention des sapeurs-pompiers, selon Elifal le maire. Mais ça c'est une priorité, ça c'est une urgence, c'est une nécessité que la population demande. Mais nous, en ce qui nous concerne, on ne peut pas, une commune ne peut pas quand même, nous on ne peut pas gérer ça, ça relève du ministère. C'est le ministère de l'Intérieur qui devait en principe voir la population d'Ongoy, l'étendue d'Ongoy, et essayer quand même de nous mettre, ne serait-ce pas, même on ne demande pas mais une annexe de caserne. En tout état de cause, au rythme où brûlent les maisons et les récoltes, les populations risquent d'avoir des problèmes d'alimentation. Bombay, RFM, Babacar Diouf. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. 12h06 suite à la panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec, le ministère de la Santé a évacué 3 malades du cancer au Maroc hier. Ils sont bien arrivés et pris en charge dans une structure sanitaire selon les responsables du ministère de la Santé. La panne de la radiothérapie de l'hôpital Le Dantec ne laisse pas indifférents les députés. La preuve, une délégation de parlementaires se rendra mardi prochain dans cet hôpital pour enquêter sur cette affaire. Membre de la commission santé à l'Assemblée nationale, le député Zator Mbaye trouve inacceptable cette situation. Nous l'écoutons au micro d'El Hadj Hassan Gueye. Il est inacceptable dans un état tout court que nous puissions voir ces problèmes-là. Mais je voudrais quand même que les uns et les autres que chacun prenne ses responsabilités. L'hôpital Le Dantec a à sa tête une direction, un service de gestion qui s'occupe de cette radio, et les Sénégalais en tout cas qui l'utilisaient payer de l'argent. Et cet argent devrait justement servir à la maintenance de cette machine. Mais aussi ceux qui en avaient la charge de la gestion devraient prévoir que la machine était dans ses dernières heures et qu'il fallait justement préparer un plan B pour acquérir une nouvelle machine. Maintenant, on ne peut pas tout mettre sur le dos du président de la République qui, quand même, du palais, ne peut pas savoir quel est l'état de vétusté d'une machine qui se trouve à Ziguinchor, à Fatick, etc. Il appartient aujourd'hui à ceux qui sont, en tout cas ceux qui ont la charge des hôpitaux et même des structures publiques, de veiller quand même à ce que ces différentes structures, en tout cas leur fonctionnement, puisse se passer dans de meilleures conditions. Et quelle a été la position de la commission santé de l'Assemblée depuis l'annonce de cette panne? Alors, la commission santé de l'Assemblée nationale sera à l'hôpital Le Dantec le mardi prochain pour une visite technique, pour une mission d'enquête pour voir réellement quels sont les tenants et les aboutissants, parce qu'il est inacceptable dans un pays comme le Sénégal qu'une machine comme ça puisse tomber en panne. Et nous, notre rôle, qui est un rôle de représentation et de contrôle surtout de l'action gouvernementale, nous irons sur place pour voir réellement qu'est-ce qui s'est passé avec cette machine, et nous ferons un rapport que nous déposerons sur la table du gouvernement pour que celui-ci puisse prendre toutes les dispositions nécessaires afin de pouvoir situer les responsabilités. Le député Zator Mbaye est l'invité de l'émission Yonvi de 15h30 à 16h30 avec El Hadj Hassan Gueye. C'est aujourd'hui même. Les élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation, c'est le 26 avril prochain, et en vue de ces joutes, les syndicats d'enseignants sont à pied d'œuvre. Beaucoup d'entre eux sont en campagne électorale. Ils mènent des tournées, des visites de proximité auprès des enseignants. Un dossier d'El Hadj Diogoubena. Les élections de représentativité syndicale, l'une des rares occasions où les enseignants parlent le même langage. C'est une très bonne chose, pour la simple et bonne raison que ce sont des élections qui permettront de choisir parmi les organismes syndicales celles-là qui sont plus représentatives. Notre forte préoccupation par rapport à la tenue de ces élections, que nous avions longtemps demandé pour aller dans le sens de rationaliser un peu la table des négociations. Cependant, cette forte adhésion cache des appréhensions. Oumarou Ali Zoumarou soupçonne le gouvernement vouloir endormir les syndicats d'enseignants à travers ces élections. Au-delà du fait que ce soit une bonne chose, nous craignons quand même que ce soit une volonté exprimée par l'État, le gouvernement, pour pouvoir occuper les enseignantes et les enseignants à telle enseigne que les revendications puissent être reléguées au second.
Malgré tout, le secrétaire général du CELS originel et ses camarades sont déjà en pleine pêche aux voix. Nous sommes en train de descendre sur le terrain, d'informer les anciens, parce que nous, en tout cas, pour ce qui nous concerne, il s'agit non seulement de nous adresser à nos camarades, à nos sympathisants, mais à tous ces enseignants-là qui sont, en tout cas, épris de justice pour que leur sort soit amélioré. Le SAEMS également est en campagne. L'objectif pour ce syndicat est de confirmer sa victoire lors de l'élection des commissions administratives paritaires et commissions disciplinaires tenues l'année dernière. Saourou Sen est son secrétaire général. Nous avons mis déjà à notre niveau une commission nationale qui concerne le SAEMS, qui doit superviser ces élections-là avec les membres du SP qui composent la commission. Nous installons aussi des commissions au niveau de chaque sous-section départementale et l'ensemble des commissions vont travailler en parfaite synergie avec le Bureau national du SACI. Il s'agit de confirmer le résultat que nous avions eu aux dernières élections CAPCD. Longtemps annoncé, toujours reporté, les premières élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation sont prévues en avril prochain. Ces élections devront permettre de mettre fin à l'anarchie dans l'éducation, un secteur qui compte une cinquantaine d'organisations syndicales. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. 12h11 à Dakar et partout au Sénégal, l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, ANDRAC, veut se relancer après avoir connu une étape cruciale. D'après la directrice générale de l'ANDRAC, Aminata Angélique Manga, un audit organisationnel et social a été commandité. Il devrait aboutir à l'élaboration d'un document cadre qui sera présenté à l'État et aux bailleurs pour le financement de cette agence. Ziguinchor, Lamine Ba. Pour les responsables de l'ANDRAC, l'agence connaît en ce moment quelques difficultés inhérentes au retrait de plusieurs partenaires, même si sa mission principale qui est de relancer les activités économiques et sociales en Casamance demeure toujours une priorité. Il faut donc explorer d'autres pistes pour capter les financements de nouveaux partenaires. Mais cela passe d'abord, selon Aminata Angélique Manga, la directrice générale, par l'audit organisationnel et social de l'agence en cours pour déboucher sur l'élaboration d'un document cadre afin de permettre à l'agence de partir sur de nouvelles bases. Nous sommes dans un long et profond processus de restructuration de l'agence. L'agence en a fortement besoin et cette restructuration fait appel à un audit social et organisationnel qui est en cours pour permettre vraiment à l'agence de repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'une agence qui est encore dans des difficultés a besoin de réorganisation profonde. Une fois cette étape franchie, le document cadre qui sera élaboré en guise de feuille de route sera présenté à l'État et aux bailleurs pour accroître les chances de financement des activités que l'agence compte mener dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, explique Aminata Angélique Manga. Le document cadre qui sera notre feuille de route, lorsque tout sera apuré, ce sera un gage pour que les bailleurs puissent revenir encore à lancer véritablement le développement en Casamance. Nous sommes à l'ère du pôle territoire et la Casamance est le pôle test. Je crois que c'est un bon départ, un bon déclic, ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui. La directrice générale de l'ANDRAC s'exprimait ainsi en marge d'une cérémonie de remise de cadeaux aux enfants des employés de l'institution qu'elle dirige à l'occasion du Nouvel An. Une façon, dit-elle, de créer un climat propice au renforcement de la collégialité entre travailleurs. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. À Matam, la société civile délivre des notes aux entreprises minières qui se sont installées dans la région et malgré le satisfait à l'endroit de la SOMIVA, la société civile veut une plus grande coordination des efforts pour que les communautés puissent tirer profit de la présence de ces entreprises minières à Matam. La société civile avait organisé à Canel un forum de partage. Ali Bandelnia, ce sera lors de nos prochaines éditions. Il est 12h14. L'actualité. En politique, des alliés du président Macky Sall comme Moustapha Niasse font l'objet d'attaques à quelques mois des élections législatives. Ces pics viennent du parti présidentiel l'APR. Des attaques suspectes et peut-être bien organisées. Binta Diallo. Déjà au mois de février 2013, après un an de compagnonnage seulement avec le président Macky Sall, voilà ce que disait Awa Gueye, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale à l'endroit de Benno Bokk Yakaar. Je cite, « Le président Macky Sall vous a confié des postes au détriment de ses camarades de parti, donc il ne vous doit rien. » Fin de citation. Propos tenus au meeting de ralliement du maire libéral de Tambacounda, Ouriba.
Des propos qui prouvent à suffisance qu'entre Macky Sall et ses souteneurs, c'est une affaire de distribution de postes et de partage du gâteau pour services rendus. S'allier avec un parti au pouvoir ne repose donc pas sur la sincérité, mais plutôt sur des intérêts crypto-personnels. Depuis, la donne semble n'avoir pas changé. Pas plus tard que lors du référendum, le président Macky Sall s'est adressé à ses alliés en ces termes, je cite, « Préparez-vous à descendre dans la rue pour mener une campagne de proximité ». Fin de citation. Une façon de leur dire « Réveillez-vous, je ne vous sens pas, défendez-moi ». Les observateurs l'avaient dit, les départements alloués aux souteneurs du président Macky Sall font l'objet de plus de tensions. Le ministère de l'Éducation et le ministère en charge du dialogue social avec les conflits récurrents, le ministère de l'Élevage et du Commerce qui n'arrive pas à bien contrôler le marché de la consommation, l'Assemblée nationale avec les 4 ans de Niasse et une législature tant décriée, un compagnonnage qui a plutôt contribué à opposer le président Macky Sall à sa famille naturelle. Sur bien des questions qui ont secoué le pays, l'affaire Petro-Tim par exemple, entre autres, les alliés du président se sont emmurés dans un silence à la limite assourdissant. Une chose est claire, le Parti socialiste et l'AFP, au détriment de leur parti, continuent à souscrire au gagner ensemble et à gouverner ensemble. Sauf que 4 ans après, les alliés de la première heure regroupés au sein de Macky 2012 n'en peuvent plus de supporter. Ils pensent n'avoir pas été suffisamment récompensés à hauteur de leur loyauté envers le président Sall. Des jeunes du parti du président Macky Sall déclenchent donc la guerre. Première bombe contre le président Moustapha Niasse et jusque-là, la direction de l'APR n'a pas encore sifflé la fin de la récréation. Aujourd'hui, c'est le camp de Niasse qui entre en action et réagit face aux attaques contre leur mentor. Après Niasse, à qui le tour? L'actualité internationale. Rebonjour Sorsnana Tambaye. Rebonjour Antoine. Une dizaine de jours après son arrivée à Malabo, Yaya Jammeh toujours pas le bienvenu. Selon un opposant équato-guinéen en exil, l'ex-chef d'État gambien n'a pas choisi le bon pays. Yaya Jammeh se serait tout simplement fait avoir. Il s'est réfugié dans un pays instable, condamné aussi bien par la communauté internationale que par ses propres citoyens. Pour Severo Moto, il faudrait vite organiser un procès pour juger Yaya Jammeh. Plus grave, l'opposant ajoute que des mercenaires sont arrivés en Guinée équatoriale avant la venue du chef d'État déchu, des membres de son entourage qui pourraient renforcer le pouvoir de Obiang Nguema. Au Nigeria, le nord-est du pays, une nouvelle cible favorite de Boko Haram. Malgré les efforts de l'armée, les terroristes multiplient les attaques dans cette partie du pays. Il y a un peu plus d'1 an, le pouvoir nigérian pensait avoir affaibli le mouvement terroriste. Adamaba. En fin 2015, le président nigérien Muhammadu Buhari annonçait que Boko Haram était techniquement vaincu. 12 mois plus tard, il annonce encore que l'armée a chassé les combattants de la secte islamiste de leur dernier fief, la forêt de Sambisa. Mais aujourd'hui, ce récit officiel se voit cruellement contredit avec les attaques répétées et menées tout au long de ce mois de janvier 2017 au Nigeria, au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. Le dernier incident en date a fait 1 mort mardi dernier. Des hommes armés ont tendu une embuscade à des véhicules de police sur l'axe principal entre la grande ville de Maïdougouri, l'état de Borno et la ville de Damboa. Avant cela, une vingtaine de personnes ont été tuées samedi dernier dans l'attaque d'un convoi de camions sous escorte militaire sur la même route censée être sécurisée depuis sa réouverture en 2016. Les insurgés visent régulièrement les marchés, les mosquées ou les gares routières pour faire un maximum de victimes civiles. Ils n'ont pas non plus hésité à attaquer récemment des bases ou des convois militaires. En réponse à toutes ces récentes attaques, le gouvernement nigérien assure que c'est tout simplement l'œuvre d'un groupe affaibli qui tente de survivre, poussé dans ses derniers retranchements. L'intégration du Maroc dans l'Union africaine ne plaît pas à tout le monde. Robert Mugabe, lui, n'apprécie pas la venue du royaume chérifien. Selon le président zimbabwéen, cela constitue un manque d'idéologie de la part de certains dirigeants africains. Daouda Diouf pour les détails. C'est de retour dans son pays que le président a fait une telle sortie. Pour Mugabe, l'agent du roi Mohamed VI a eu raison sur les principes et les idéologies des chefs d'État africains. Le chef de l'État zimbabwéen laisse entendre que ce qui s'est passé au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba est un manque d'idéologie. Pour lui, les leaders africains qui ont soutenu le Maroc n'ont pas eu la même expérience évolutionnaire que nous tous et il y a trop de liens entre eux et leurs anciens colons. Le chef de l'État du Zimbabwe poursuit pour dire que le Maroc a manœuvré pour retrouver son siège depuis longtemps en construisant des mosquées et en donnant de l'argent.
Le président Mugabe soutient que l'Afrique australe continue à se battre pour assurer l'indépendance de la République arabo-saharaoui démocratique. Dans sa conclusion, ce chef d'État de 92 ans dira que nous croyons aux règles et nous espérons que le Maroc allait déclarer au moins qu'il renonce à ses velléités expansionnistes. Mardi dernier, au sommet de l'Union africaine, le Maroc, après 33 ans d'absence, a réintégré l'Union africaine. En République démocratique du Congo, après la mort d'Étienne Tshisekedi, son héritage politique en question maintenant. On parle plus de l'avenir de l'UDPS, le parti du défunt opposant. Malgré son état de santé instable, Tshisekedi avait réussi à faire marcher le parti. Il a été porté à la tête du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre. Le secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale nationale du Congo appelle à considérer l'engagement d'Étienne Tshisekedi dans le dialogue en cours comme son testament politique. Ces dernières semaines, quand des divergences d'opinion émergeaient au sein du rassemblement de l'opposition, c'était le nom de Tshisekedi qui était brandi pour mettre tout le monde d'accord. Le nouveau secrétaire général de l'ONU s'en prend au décret Donald Trump. Le fameux décret qui interdit aux ressortissants de 7 pays musulmans d'entrer aux États-Unis. Selon Antonio Guterres, cette mesure viole les principes fondamentaux des Nations Unies. Il ajoute que ce n'est pas la meilleure manière de protéger les États-Unis. Donald Trump n'a pas encore répondu à Antonio Guterres. Certains pensent d'ailleurs qu'il a été prudent dans ses critiques puisque les États-Unis sont le premier contributeur financier de l'ONU. Merci, Sornana Tambaye, pour cette page internationale. RFM, la chronique du... La chronique d'Abdoulaye Ndiaye à présent. Grand timonier, père de la nation ou guide suprême, ces qualificatifs attribués à des hommes de pouvoir ont longtemps déterminé la trajectoire de peuples tenus à l'écart des systèmes démocratiques. Des peuples aux éveils politiques retardés et maintenus sous le joug de chefs et partis dominateurs. D'aucuns n'hésitèrent pas à parler de soviétisation des masses avec un État au seul profit d'une caste de dirigeants qui en faisait un instrument patrimonialisé. Fort heureusement que de pareilles pratiques, en dehors de leur survivance dans quelques derniers États glacis, sont aujourd'hui reléguées aux oubliettes de l'histoire. Pour cela, nous devons alors comprendre que dans nos pays en devenir, la personne au pouvoir tire sa légitimité d'une démocratie élective. Et elle n'a pas besoin d'être hissée au rang de divinité politique. Aussi, la cohorte de supposés grands militants aux fonctions intellectuelles, de grands commis de l'État, de gestionnaires de services publics, bref, tous ces membres d'une galaxie gouvernante doivent éviter la manifestation d'une allégeance dans l'excès, celle qui semble friser l'idolâtrie à l'endroit de l'homme d'État. Exhumer les actions de réussite d'une politique sociale ou infrastructurelle est une chose certes à saluer. Parer les artères principales d'une ville à l'effigie d'un leader est tout autre. Surtout que l'analyse sémiologique peut parfois laisser apparaître la faiblesse d'un signifié sous forme de messages communs qui apportent peu à l'image du politique. Pour autant, c'est de la responsabilité des artisans de cette surexposition qui oublient que produit du suffrage de ses concitoyens, le dirigeant à travers les actes qu'il pose s'acquitte tout naturellement d'une obligation à leur égard et qu'il n'est point nécessaire de le draper d'habits d'homme providentiel. Celui dont René Girard disait qu'il était une figure récurrente de la mythologie politique qui en fait un personnage hors du commun, un sauveur. Mais Girard pouvait-il à l'époque envisager la réalité de nos sociétés modernes où un haut niveau de conscience citoyenne récuse toute idée de surhomme ou de culte de la personnalité dans la pratique politique? Elles peuvent toutefois, ces sociétés, célébrer voire accompagner une marche vers le pouvoir faite d'obstination, d'humilité et surtout de résilience après moult obstacles. Bien vrai que détentrices d'attributs de pouvoir qui confèrent un statut, donnent des moyens et de la notoriété, certaines personnes marquent leur redevabilité à travers des signes qui traduisent un activisme à la limite de l'adulation vis-à-vis du leader. Mieux, elles mettent une générosité distributive au service de la pérennité de sa gouvernance, allant jusqu'à établir des rapports de marchandisation avec les citoyens souteneurs. Loin de nous toute idée de rejet des formes de solidarité et autres actes de bienfaisance. Ils participent, nous le savons, au déterminisme qui caractérise notre société de partage. Mais à côté de tout cela, nous continuons de penser que la politique doit demeurer le champ de l'explication. Explication d'un projet porté par un homme ou une femme et autour duquel on crée une adhésion par la conviction. Le reste devenant une affaire de choix électif du plus grand nombre de citoyens. Ils sont les seuls juges de toute reddition des comptes. Ils seront les évaluateurs de toute solution apportée à la demande sociale. Ils détiennent enfin les seules vérités opposables à tout battage médiatique ou tentative d'enfumage loin de leurs préoccupations quotidiennes. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Bart Lemingom, bonjour. Bonjour.
Les accidents de la circulation, un véritable drame. L'observateur ce matin emprunte les routes du mal et dévoile des statistiques. 3% des accidents sont dus à l'état des routes, 7% aux véhicules et 90% aux chauffeurs. Le mal est donc profond. Gora Khouma, le secrétaire général du syndicat des travailleurs des transports routiers du Sénégal, dégage des pistes de solutions. Pour lui, il faut combattre la corruption, faire de sorte que les policiers ou les gendarmes en faction veillent à ce qu'aucun véhicule en surnombre ne puisse circuler. Il demande également à ce que le code de la route soit respecté à la lettre. Sur les permis à points, il n'est pas d'accord et demande plutôt qu'au niveau des tribunaux, les juges soient plus sévères avec les transporteurs indisciplinés. Un autre expert en transport et sécurité routière, Ibrahim Ndongo. Il y va avec plusieurs interrogations. Quelle est la cause des accidents? Est-ce la vitesse? Est-ce que c'est la novicité des conducteurs? Est-ce le défaut de contrôle, l'alcoolémie, la fatigue, les infrastructures ou autres? Pour lui, chaque cas d'accident a plusieurs causes. Dans tous les cas, Mansour Eliman Khan, le ministre des Transports terrestres, se veut formel. Il y aura des sanctions, des contrôles mixtes, auto-écoles obligatoires et des horaires de fermeture des gares routières, rapporte l'Observateur. Le quotidien sur d'autres types d'accidents. Thiès et Kolda en souffrent d'ailleurs. Jakarta, tueur à 2 roues. Selon le journal, les motos Jakarta sont impliquées dans 60% des accidents. À Thiès, le gouverneur propose une offre de substitution qui consiste à interdire aux motos Jakarta de circuler au-delà de 20 heures. Le Soleil note que les accidents avec leur bilan macabre préoccupent au sommet de l'État. La preuve hier en Conseil des ministres, Macky Sall, le président de la République, a instruit au Premier ministre d'organiser un conseil interministériel de mise en œuvre d'un plan d'urgence de sécurité routière. En route vers les législatives, qui, pour défier Khalifa Sall au sein de Benno Bokk Yakaar, s'interroge Walf Quotidien. Ils ne font pas les jaunes les responsables de la mouvance présidentielle capable de déraciner Khalifa Sall à Dakar. Le journal souligne qu'après les législatives, le maire de Dakar va à coup sûr se projeter sur la présidentielle de 2019. Et d'ailleurs, il a déjà annoncé la couleur. Benno est donc averti. Vainqueur des élections locales de 2009 face au tout-puissant Karim Wade et de 2014 devant le premier ministre Aminata Touré, Khalifa Sall a aussi réussi à remporter tous les 3 sièges de Dakar lors de l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, ce qui fait dire à Walf Quotidien que Khalifa est devenu une machine à gagner des élections. La tribune avec un autre ténor de la politique, Moustapha Niasse. Sera-t-il tête de liste aux prochaines législatives? En tout cas, selon la tribune, Niasse fait dans le clair-obscur. Il est d'ailleurs poussé vers la sortie car rattrapé par l'âge et critiqué au sein de l'Alliance pour la République. À 6 mois des élections législatives, des voix s'élèvent pour que Niasse ne soit pas tête de liste. Niasse a suffisamment vécu pour céder la place aux jeunes, déclare Youssou Diallo, le patron de la Cogère de Rufisque. Mon confrère emprunte à Birago Diop son proverbe qui dit « Tout ce que dit le petit Maure, il l'a entendu sous la tente ». Alors, Niasse est averti, tout comme Macky Sall qui, pour la présidentielle de 2019, devra faire face à un adversaire de la trempe de Habib Sy. L'AS rapporte qu'il faut prendre au sérieux la candidature du président du mouvement Vision pour un Sénégal nouveau. Déjà, Habib Sy propose 10 axes phares dans son projet de société. Il exige la dissolution du Conseil économique, social et environnemental, la dissolution du HCCT et la réduction du nombre de députés. Et ce n'est pas tout, car celui qui se considère comme le plan B du Parti démocratique sénégalais demande à ce que la fonction de gouverneur soit tout simplement supprimé, rapporte l'AS quotidien. Vox Populi embraye avec la zizanie au comité de suivi de la refonte partielle des listes électorales. La racine du mal, le 4e pôle, vu que l'opposition et les non-alignés refusent la constitution du pôle des indépendants. Ndiawar Paye qualifie la décision d'une provocation de Abdoulaye Daouda Diallo. Déthié Fall, lui, demande au ministre de l'Intérieur de cesser de remettre en cause les acquis. Ousmane Paye, le coordonnateur des partis indépendants, se radicalise. Personne ne peut empêcher l'existence de notre pôle, confie-t-il à mon confrère. Loin de la politique, Libération libère un scandale, une délinquance à la mairie de Grand Yoff. Le journal qui cite le rapport de l'ARMP informe que les vérificateurs ont noté des cas de similitude de factures pro forma de concurrents au même marché. Des faits graves de collusion frauduleuse sur des marchés publics ont été débusqués. Une affaire donc à suivre. Élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le candidat malheureux du Sénégal est de retour. Première phrase d'Abdoulaye Bathily à la une de Enquête: j'étais le meilleur candidat. Mais il rappelle que dans une élection comme dans une bataille, il faut toujours un vainqueur et un vaincu. Bathily termine et se lâche. Tant que nous ne sommes pas unis, nous n'irons nulle part. Rewmi Quotidien, dans cette logique, revient sur les raisons de l'isolement de la diplomatie sénégalaise. Direct Info retrace les paradoxes d'un compagnonnage avec les États voisins du Sénégal. Vox Sport, avec les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, un gardien de 44 ans qualifie l'Égypte en finale. Le vieux pharaon a sorti 2 pénaltys burkinabés. Bonne lecture. Barthélémy Ngom, merci. La météo avant le rappel des titres.
Un temps ensoleillé sera noté sur l'ensemble du territoire. La sensation de chaleur diurne va intéresser particulièrement les régions orientales et le centre du pays avec des températures maximales qui vont osciller entre 34 et 36 degrés. Cette situation contrastera avec celle de la zone de Podor, de l'Axe et de l'Axe Saint-Louis-Dakar où la qui vont varier entre 26 et 32 degrés. Voici le rappel des titres. Diamniadio, un responsable chinois de la Someta arrêté par la gendarmerie. C'est suite à l'accident mortel d'un ouvrier de cette usine lundi dernier. Opération de déguerpissement au Maris depuis ce matin. Plus d'une centaine d'ouvriers installés sous les fils haute tension sont concernés. Élection de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation. Beaucoup de syndicats ont déjà démarré leur campagne électorale. Au menu, tournée et visite de proximité. Une délégation de parlementaires à l'hôpital Aristide Le Dantec mardi prochain. C'est pour enquêter sur l'affaire de la radiothérapie tombée en panne. Et pour le député Zator Mbaye, membre de la commission santé à l'Assemblée nationale, cette situation est inacceptable. En attendant le rétablissement de cette machine, 3 malades du cancer ont été évacués hier au Maroc par le ministère de la Santé. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, à Louis Diassé, réalisation El Hadj Diogoudien, à 13h, El Hadj Hassan Gueye pour la grande édition en Wolof. Vous allez d'ailleurs le retrouver à 15h30 dans l'émission Yom-Lui comme invité le député Zator Mbaye de l'AFP de Moustapha Niasse. Sodetiam, rebonjour. Rebonjour. Le journal de la CAN